Salut Kamaktavish. La dernière fois, on a vu ensemble le plus grand massacre des guerres indiennes et des Cheyennes, celui de Sand Creek. Puis on a fait les présentations, je t'ai parlé de l'origine de ce peuple, de ses croyances, et je t'avais laissé dans les Black Hills leur nouveau lieu de vie après moult migrations. Les Black Hills, c'est chouette, hein, mais ils sont pas les seuls là-bas et les problèmes de voisinage vont rapidement prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, on explore un pan méconnu de l'histoire amérindienne, les relations complexes entre les Cheyennes et les autres tribus des plaines. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les conflits dans les grandes étendues, elles ne commencent pas avec l'arrivée des États-Unis. Lors de leur migration, les Cheyennes y croisent beaucoup d'autres tribus et à chaque rencontre, c'est un risque soit d'être accueilli, soit d'être attaqué. On est vraiment loin du mythe d'une harmonie universelle, hein. Les tensions, elles existaient déjà, puissantes et anciennes. Je vais aussi te parler des sociétés guerrières dont font partie les terribles Dog Soldiers, qui sont carrément les Spartiates Cheyennes, hein. Ils sont cool, hein, les Dog Soldiers, hein, mais c'est pas eux mes préférés. Tu verras ce que je préfère, moi, ils sont atypiquement incroyables. En tout cas, moi, j'adore, hein, ils me font délirer. Et si tu as une idée de qui je parle, dis-le moi tout de suite dans les commentaires, je suis curieux. On est entre 1680 et 1720. Les Cheyennes ont amorcé un mouvement de migration. Ils arrivent par petits groupes, hein, progressivement, pendant plusieurs décennies. En réalité, ils ne seront jamais totalement tous au même endroit, mais plutôt répartis le long d'un couloir migratoire. Ils sont accompagnés par les Sutai, qui est une petite tribu qui s'est mêlée aux Cheyennes et dont l'un des membres est légendaire. Il s'agit de Standing on the Ground, qui offre aux Cheyennes la coiffe de bison, un objet qui vient compléter les 4 flèches sacrées rapportées par Sweet Medicine lors de son exode. Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé de la cérémonie du renouvellement. C'est un rite qui permet d'entretenir ces objets sacrés en remplaçant par exemple les pointes de flèches en pierre, les plumes, les roulements de tendons ou encore en entretenant la coiffe de bison. Cette cérémonie, elle permet d'activer les pouvoirs de ces objets, d'attirer les bonnes choses à ceux qui participent à l'événement et de se prévenir du malheur. Et rappelle-toi bien cette phrase, hein. Les premiers Cheyennes à arriver dans les Black Hills rencontrent d'autres nations déjà implantées. C'est ainsi qu'ils font la connaissance des Arapaho qui deviendront des frères de sang jusqu'à la nuit des temps. En chemin, ils rencontrent aussi les Crows, qui eux vont être un sacré problème. Il y a aussi les Kiowas qui sont couplés à la tribu des prairies Apaches ou Kiowas Apaches, ainsi que quelques autres groupes Comanches par exemple. Ils sont littéralement dans un nouvel univers, hein. Le bison, ils le redécouvrent, hein, mais leur artisanat il est complètement hasardeux. Ils ont du mal à confectionner des vestes et les peaux qu'ils utilisent sur leurs habitats, elles ne sont pas toujours nettoyées et encore moins assouplies, hein. C'est du cuir cru, non tanné. Par chance, hein, l'accueil par les Kiowas et les Comanches est plutôt cordial au départ et à leur contact, les Cheyennes ils apprennent comment dépecer et tisser correctement la peau de bison ainsi que la fameuse recette du mélange permettant d'assouplir la peau. C'est une transition qui se fait naturellement de femme à femme et qui permet aux Cheyennes de progresser dans leur artisanat. 1720, la tribu n'a toujours pas de chevaux, mais ils utilisent plusieurs dizaines de chiens pour les tâches du quotidien, comme par exemple quand ils chassent le bison. Et là, tu vas voir, c'est assez incroyable. En hiver, dans le Dakota du Sud, la neige, elle est très épaisse, hein. 1 à 2 fois par an, la tribu au complet, hein, quitte le village pour aller traquer le bison dans les plaines. La technique consiste à encercler et rabattre un petit troupeau vers les plus hautes congères de neige. Là, le bison, il s'embourbe, il s'épuise, et les guerriers, ils n'ont plus qu'à l'abattre avec leurs flèches. Les animaux ils sont ensuite dépecés sur place, la peau elle est posée sur la neige mais chair vers le bas, puis elle est remplie des morceaux de viande choisis, refermés comme un baluchon et attachés grâce à des lanières de cuir au cou des chiens qui tractent les paquets de viande jusqu'au village. Une fois là-bas, la meute de chiens, elle est lâchée et bien souvent elle repart sur les lieux de chasse pour se nourrir des morceaux laissés sur place. Les chiens à l'époque c'était quasiment des loups, hein. Ils étaient énormes, ils étaient forts, endurants. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont carrément flippé, hein, en les croisant dans les bois ou dans les plaines. Bonjour monsieur, il faudrait prévenir la gendarmerie parce que j'ai rencontré des loups et un ours dans le bois de Montmirail. Je sais pas si tu as vu les premiers épisodes sur les Séminoles, je suis avec Floki dans la nature. Bon, les chiens amérindiens, ils devaient un peu ressembler à lui. Comme cette chasse, elle pouvait bien souvent tuer un troupeau entier de bisons, hein, ça faisait une quantité incroyable de viande d'un coup. Donc ils la faisaient sécher, ce qui permettait de la conserver longtemps.
et de l'échanger auprès d'autres tribus. Le truc de chasser 2 fois dans l'année, ça permettait d'avoir des peaux de bison différentes. En été, la peau est plus fine, alors qu'en hiver, elle est très épaisse et laineuse. Pendant que quelques groupes de Cheyennes s'adaptent déjà aux Black Hills, d'autres groupes vivent toujours dans le Dakota du Nord. Ils sont régulièrement attaqués par les Cris et les Assiniboines au nord et les Ojibwa à l'est. C'est un fléau pour les Cheyennes puisque ces 3 tribus se sont déjà procuré des fusils auprès de marchands français et anglais de la baie d'Hudson. La baie d'Hudson, j'en parle un peu plus dans la vidéo sur les Mohicans, si ça t'intéresse, je te la mets dans les fiches là-haut. Et les Cheyennes, eux, ils sont toujours à la pointe de flèche et au couteau en pierre. Ce qui demande du temps et de sacrées compétences en artisanat pour être réalisé, mais qui est un peu déclassé par rapport aux fusils et aux lames en acier. Et du coup, ils vivent dans la peur jusqu'à ce qu'une vieille dame, une nuit sans lune, massacre à elle seule une bande de guerriers assiniboines venus raser son village. Cette histoire, elle est incroyable. Elle se passe dans le Dakota du Nord, dans un village de Utes, installé sur une butte très haute qui domine la vallée de la rivière Cheyenne. Cette nuit-là, la totalité du village est absent. Si tu te souviens bien, je t'ai dit qu'à cette époque, l'ensemble d'un village, hommes, femmes et enfants, était mobilisé plusieurs jours pour chasser le bison. Bon ben ce soir-là, c'est le cas. Mais le village, il n'est pas désert. Une vieille femme est restée. Elle est trop âgée pour suivre le groupe et souffre d'arthrose aux 2 genoux. Elle est assise seule devant sa hutte avec pour seul compagnon son fidèle chien, un imposant loup au pelage sombre. Elle est en train de pilonner des os pour en extraire la graisse qu'elle compte mélanger à de la farine de maïs. Coincé dans sa tunique, alors je peux pas trop te le mimer, mais depuis son dos, il y a une torche qui dépasse et qui est au-dessus de sa tête, tu vois, et qui éclaire ce qu'elle est en train de faire, ça éclaire ses mains. C'est une nuit qui est sombre, sans lune, sans étoiles, sans bruit et sans vent. Le seul son qui transparaît soudainement, c'est le grondement de son chien qui vient tout juste de redresser la tête. Intriguée, la vieille dame se lève et prend sa torche dans la main. Elle la fait passer comme ça, hop, dans sa main. Elle avance dans l'ombre, passant une première hutte, puis une seconde dont elle longe le mur. Arrivée à l'angle de ce mur, elle se retrouve nez à nez avec un guerrier assiniboine dont le visage est peint. Le guerrier, il hurle autant de surprise que pour se donner du courage. Tel Maître Yoda dans Star Wars, la vieille dame se met à courir comme si elle avait retrouvé ses 20 ans. La torche éclaire son chemin. Les guerriers se rassemblent et foncent derrière elle pour la mettre à mort. La vieille dame court sans se retourner, direction la falaise. Elle prend à droite, le souffle court, elle jette un œil en arrière, juste avant d'arriver devant le précipice. Personne. Les guerriers assiniboines, qui n'étaient qu'à 2 secondes derrière la vieille dame, reprennent de vue la torche enflammée qui se déplace à grande vitesse. Ils accélèrent leur course vers le seul point visible dans la nuit, la torche folle qui se déplace à une vitesse incroyable. Quand soudain, des hurlements, des jurons, des craquements, des cris d'agonie, puis plus rien. Silencieusement, la vieille dame se redresse. Elle était allongée sur un petit chemin étroit, le seul qui permet de descendre cette falaise et qui mène à un point d'eau. En réalité, arrivée devant le vide, elle a armé son bras et lancé la torche aussi loin que possible devant elle. Puis, elle a plongé sur le côté, sur le fameux chemin. Le groupe d'Assiniboines, persuadé de poursuivre la femme, a plongé littéralement dans le vide et s'est écrasé une centaine de mètres plus bas. Au petit matin, le village de retour, les guerriers descendent et constatent que le groupe d'une vingtaine d'Assiniboines est mort. Ils prennent leurs armes à feu, leurs couteaux et tomahawks en acier. C'est la première fois que les Cheyennes touchent à ces armes et ce ne sera pas la dernière. Malgré l'acquisition de ces nouvelles armes, le harcèlement permanent qu'ils continuent de subir pousse l'ensemble des Cheyennes à continuer leur migration. Et ce village de Utes sera lui aussi abandonné. À partir de 1750, dans le Missouri, chaque année est organisée par les Mandan et les Arikaras, ou Riz, une sorte de méga marché intertribus. Mais qu'est-ce qui me raconte encore le Can? Ouais, je t'ai pas encore parlé de ces tribus. C'est les plus puissantes et les plus prospères à cette époque dans la région. Les Sioux, ils sont pas encore arrivés dans les plaines, ou alors seulement quelques petits groupes relativement pauvres et surtout à pied. Il y a une bonne harmonie autour du leadership des Mandan et des Riz, qui sont des sociétés prospères d'agriculteurs qui vivent dans des villages permanents de huttes en terre au bord des cours d'eau. C'est pas un leadership militaire que les Mandan et les Arikara exercent, c'est un leadership économique, commercial, puisque depuis les années 1730, les Mandan profitent d'un accès privilégié aux marchandises anglaises qui descendent depuis la baie d'Hudson via les Assiniboines.
Fusils, perles, tissus, tout transite par eux. Les Rises, ou Arikara, je préfère dire Arikara quand même, eux sont dans un autre circuit, celui des Français, qui est basé plus au sud. Eux, ils reçoivent des marchandises européennes via le Mississippi et les alliances franco-indigènes. Donc deux réseaux, deux sphères d'influence qui sont plutôt complémentaires et vont, mine de rien, foutre un sacré merdier dans les relations intertribales. Encore une fois, si tu veux plus d'infos sur la guerre de la baie d'Hudson et les manigances entre Anglais, Hollandais et Français, je développe ça un peu plus dans la vidéo sur les Mohicans. Si tu veux une vision plus globale de la chose, il y a la vidéo sur le partage de l'Amérique, si tu ne l'as pas vu. Donc à ces rassemblements géants, l'ensemble des tribus des plaines apportent leur surplus de production qu'elles troquent contre des biens européens. Armes, alors les armes c'est principalement des fusils à canon lisse, de la poudre, des marmites, des couteaux, des hameçons, enfin il y a tout un tas de trucs, mais pas seulement. Il y a aussi des perles de verre, du cuivre et d'autres objets d'artisanat de tribus lointaines. Les Cheyennes par exemple, comme on en a parlé avant, ils ont énormément de viande séchée de bison, mais également des vestes en peau qu'ils ont appris à mieux coudre grâce aux Comanches. Ils les échangent contre du maïs, des citrouilles séchées, du tabac ou encore des armes européennes. Ils taillent ensuite leur propre pierre à silex et ils utilisent de l'écorce interne de sol pour caler la poudre et la balle dans le canon, en remplacement du papier qui n'est pas toujours disponible. Alors depuis tout à l'heure, je te parle des Black Hills, du Dakota du Nord, là avec les Mandan du Missouri, c'est un peu le bordel, la géographie et les dates, c'est compliqué avec l'histoire de la migration des Cheyennes. Alors on va essayer de poser ça tranquillement, d'autant plus que l'ensemble des dates, c'est des approximations en fonction des croisements entre l'archéologie et la tradition orale. Il faut garder ça à l'esprit. En gros, on peut dire qu'avant 1675, ils vivent dans la région des Grands Lacs, Wisconsin, Minnesota. Entre 1680 et 1720, la pression des Iroquois, des Dakota et plus généralement les guerres du Castor poussent les Cheyennes à entamer une migration vers les plaines orientales, Dakota du Sud et Minnesota Ouest. Autour de 1775, sans doute même avant pour certaines bandes, ils sont dans les Black Hills mais aussi répartis sur les berges de la rivière Cheyenne, dans le Missouri, le nord du Nebraska et l'est du Wyoming. Puis aux alentours de 1830-1840, la tribu commence à se séparer en deux entités, nord et sud, qui se répartissent pour les premiers dans le Wyoming et le Montana, pour les seconds, Nebraska, Colorado et Kansas. La séparation, elle est plutôt longue, elle est officialisée par l'émergence des Dog Soldiers comme force distincte. En gros, ils deviennent une bande à part. Chaque migration apporte son lot de changements et d'adaptations, qui n'est pas du tout homogène à l'ensemble de la tribu. Certaines bandes sont armées de fusils, comme celle du village de Hutt sur la Butte, alors que d'autres, plus en avant dans la migration, sont toujours aux armes en pierre. Et c'est donc au cours de cette lente migration que les Cheyennes, à un moment donné, entrent dans la sphère d'influence des Mandan et des Arikara. Alors j'insiste encore, je fais mon casse-burne, mais il faut le comprendre, les migrations tribales, c'est pas un déménagement en camion un samedi matin. C'est pas on plie bagage et on change de région. C'est long, c'est chaotique, parfois tragique. Ça demande une adaptation brutale en un temps très court. Et pourtant, la culture, les récits, les rituels, eux, ils mettent des décennies à suivre. Imagine, tu prends une grosse poignée de sable, par exemple, entre tes mains. Elle est trop grosse, et tu essaies de la transporter d'un bout à l'autre de ton jardin, en courant. Bon, résultat, il y en a partout. Il y a carrément une traînée de sable derrière toi. Ce sable perdu, il faut voir ça un peu comme ton peuple. C'est les anciens qui ne peuvent pas suivre, les enfants qui sont trop jeunes pour comprendre, ceux qui sont attachés à l'ancien mode de vie, les morts aussi qu'on laisse derrière, et la mémoire qui s'effrite à chaque pas. Et toi, qui es arrivé là-bas, à l'autre bout de ton jardin, tu te retournes et tu réalises que tu as avancé plus vite que les tiens. Alors tu dois faire demi-tour, revenir sur tes pas, rattraper ceux restés en arrière, recoller les morceaux, nettoyer la trajectoire et reconstruire une identité qui s'est un peu dispersée sur la route. C'est ça, les migrations cheyennes, et pas que eux. Des dizaines de nations amérindiennes ont dû se déplacer pour survivre, chassées par d'autres tribus, elles-mêmes poussées par des conflits, des épidémies, des armes à feu. Et tu remarqueras un truc, jusqu'ici, j'ai même pas encore parlé des Blancs. Les Cheyennes immigrent depuis presque un siècle sans jamais avoir vu un seul Européen. Au départ peuple des chiens, aux alentours de 1750, les Cheyennes intègrent progressivement le cheval dans leur culture, qu'ils trouvent auprès des Arapaho, des Kiowas et des Crocs. Alors 1750, c'est l'archéologie qui l'atteste, mais il semblerait que dès 1720,
Les Cheyennes en avance sur leur migration. En gros, le sable qui n'est pas tombé, hein, ils aient déjà des chevaux. Ces chevaux en Amérique, on les doit à la révolte des Pueblos en 1680. On en parlera un de ces quatre. Hein. D'immenses troupeaux de chevaux espagnols sont volés à cette occasion, hein, et beaucoup retrouvent leur liberté dans les plaines du Texas et donneront, quelques années plus tard, un petit cheval rustique, le Mustang. Cet animal, il commence à redessiner les plaines, et pour certains peuples, c'est plus juste un animal, c'est déjà un levier de survie, de richesse, de puissance. Les Shoshones, les Pawnees ou encore les Comanches sont les premiers à s'en emparer avec une vitesse foudroyante. Alors petite mise en garde, hein, quand je te parle des Comanches, c'est au tout début de leur histoire là, hein, quand ils commencent à se détacher des Shoshones. Ils ne sont pas encore maîtres du sud de l'Amérique du Nord. Mais c'est tout de même eux qui sont devenus en quelques décennies les maîtres de la cavalerie. Des pillards impitoyables, mais surtout stratèges du commerce équin. Ils contrôlent les routes qui partent du Mexique vers les plaines du Nord. À leur côté, les Kiowas, qui sont vers 1720 encore en transition, commencent à comprendre que le cheval n'est pas un luxe. C'est une condition d'existence. Une condition d'existence qui est en train de devenir l'arme qui sépare ceux qui domineront de ceux qui disparaîtront. Les autres tribus, elles le sentent, hein, donc elles s'adaptent, mais elles ont déjà un peu de retard. Côté Cheyenne, on ne se contente pas seulement d'acheter des chevaux. Hein. Dès 1770, on capture des Mustangs sauvages. La technique est plutôt simple sur le papier et assez bien rodée. Hein. Les hommes encerclent un petit groupe de chevaux, d'abord à distance, hein, puis on resserre l'étau en rampant, jusqu'à finalement se redresser. Les chevaux, ils sont pris au piège, hein, et ils ne forcent pas le passage. Munis de lassos en cuir cru ou en poils de barbe de bison mâle, hein, ou de poils de canne mataïche aussi, je pense que c'est possible, accrochés au bout de longues perches, chaque guerrier choisit le cheval qui lui convient. Il encercle ensuite son cou, puis attache l'autre extrémité du lasso à la croupe d'une vieille jument. Les Mustangs ils se calment ainsi assez rapidement et ils acceptent de suivre sans ruade. Mais avant de maîtriser la capture des Mustangs, hein, à défaut de pouvoir en acheter suffisamment, ils organisent aussi des raids en territoire Comanche, Kiowas et même Crow. Pour ça, ils envoient des petits commandos de quelques hommes hein, qui se déplacent à pied en suivant le relief. C'est extrêmement périlleux, hein. Il y en a beaucoup qui meurent puisque une fois détectés par des cavaliers ennemis, contre des piétons, c'est plié. Il y a cette histoire incroyable d'ailleurs de 30 Cheyennes bowstring. Alors c'est pas bowstring, c'est corde d'arc si on traduit. C'est une société guerrière, je t'en parle après. Ces 30 guerriers ils partent à pied aux alentours de 1819 en territoire Crow pour capturer des chevaux. La stratégie est la même que d'habitude, on progresse lentement à couvert du relief jusqu'à arriver devant un groupe de chevaux Crow. Mais cette fois-là, il y a un truc qui n'est pas normal. Les Crows en face, ils semblent agités. En fait, les Cheyennes, ils sont repérés. Des cavaliers se mettent au galop pour les débusquer. Les bowstrings, ils se replient au sommet d'une petite colline et barricadent dans l'urgence le seul chemin d'accès avec une petite pile de pierres. Les cavaliers Crows, ils arrivent assez rapidement à grimper la petite colline hein, avec leurs chevaux, hein, mais ils sont tenus à l'écart par la volée de flèches des Cheyennes. Volée qui malheureusement se tarit rapidement, permettant aux cavaliers Crows de forcer le passage pour massacrer les 30 bowstrings. Quand la nouvelle de leur mort se répand au village, les familles des victimes, elles insistent pour que les autres sociétés guerrières vengent leur mort. C'est décidé, une cérémonie est organisée, les flèches sacrées sont orientées vers les Crows. Une vengeance est planifiée pour l'année suivante. L'hiver passe, les tensions entre Cheyennes et Crows sont au plus haut, chacun s'observe. Mais les Cheyennes, ils ne sont pas les seuls à combattre les Crows. Les Sioux, poussés par la pression d'autres tribus comme les Ojibwés, arrivent dans les plaines aux alentours de 1750. Alors comme je t'ai dit un peu avant, timidement au début, hein, puis en force avec le temps. D'ailleurs, quand ils arrivent, ils attaquent les Mandan, mais ils ne sont pas assez nombreux pour s'imposer. Alors quand cette vengeance elle est planifiée, les Sioux ils se joignent volontiers aux Cheyennes. Ils établissent ensemble 2 villages sur la Powder River. Mais des éclaireurs Crows les repèrent et rapportent qu'une attaque est en préparation. C'est la nuit, mais ni une ni deux, les guerriers Sioux et Cheyennes qui ont détecté les éclaireurs ennemis montent sur les chevaux et lancent l'attaque. De leur côté, les Crows alertés, ils font de même. Une formidable bande de guerriers se lance dans la nuit pour combattre les ennemis. Seulement voilà, la bande de Sioux et de Cheyennes, elle se perd. Toute la nuit, ils cherchent le camp des Crows. De leur côté, les Crows,
Là, ils se paument aussi. Ils tournent sans trouver les deux camps ennemis. Le pire, c'est que les deux armées se croisent plusieurs fois même pendant la nuit, sans même s'en rendre compte. Et c'est finalement au petit matin que Cheyenne et Sioux tombent, par chance un petit peu quand même, sur le campement de Crow. Il est rasé, les hommes sont tués, une centaine de femmes et d'enfants sont capturés. C'est un très gros coup porté aux Crocs et de mémoire de Cheyenne, le dernier gros affrontement contre cette tribu. Depuis les premiers contacts avec les Européens, chaque année, des épidémies affaiblissent les Mandan et les Arikaras, entre autres. Mais c'est surtout l'épidémie de variole de 1780 à 1782, partie du Mexique, et qui remonte à travers les réseaux d'échange et les mouvements tribaux, qui va d'abord frapper Comanches et Shoshone, puis atteindre les Mandan, les Arikaras, les Hidatsa, les Assiniboines, les Cris, les Ojibwés et les Pieds Noirs. Des dizaines de nations sont gravement touchées. 1780 en plus, ça tombe super mal parce qu'il y a le phénomène climatique La Niña qui fait que les récoltes, elles sont catastrophiques à cause de la sécheresse. Donc famine, imagine un peu le terreau fertile pour une épidémie. La variole, c'est une saloperie chez les Européens, elle tue en moyenne 2 personnes sur 10. Chez les Amérindiens, on est plutôt sur une fourchette allant de 4 à 9 personnes sur 10 tuées selon les tribus. Bref, les populations de Mandan s'effondrent complètement, de même que les Arikaras, qui perdent 70 à 80% des leurs. Ce qui permet aux Sioux, peu impactés par l'épidémie grâce à leur nomadisme, notamment en petits groupes séparés, de prendre le dessus par les armes. C'est pas le sujet de la vidéo, mais il faut comprendre un truc. Avant 1780, les Sioux, les Lakota en particulier, ils étaient encore des intrus. Ils tentaient de s'imposer dans les plaines, mais ils étaient tenus à distance par des puissances locales bien installées, les Mandan, les Hidatsa et les Arikaras. Des peuples sédentaires, commerçants, organisés et surtout fortifiés. Mais en 1780, tout change. L'épidémie de variole, elle ravage ces villages, et là, les Lakota, ils saisissent l'opportunité. Ils avancent, ils prennent position, ils contrôlent les routes, ils imposent leurs lois sur le commerce. Attention, c'est pas une conquête éclair, c'est un basculement silencieux. Le pouvoir, il glisse vers ceux qui peuvent encore se déplacer, se battre et s'adapter. Et les Sioux, eux, ils n'ont rien oublié de leur époque de migration. Ils savent comment survivre et maintenant, ils ont l'opportunité de dominer. La plupart des restes de tribus se rassemblent et migrent pour échapper aux Sioux. De leur côté, les Shoshone, autrefois une force dominante grâce aux chevaux, perdent la moitié de leur effectif au cours de l'épidémie. L'usure et la pression des raids incessants des Pieds Noirs Blackfeet, mais aussi des Crocs pour le contrôle de Yellowstone, et enfin des nouveaux arrivants à l'est, Lakota, Arapaho et Cheyenne, finissent par pousser les Shoshone vers un exode lent et se réfugier profondément dans les Rocheuses. C'est la fin de la domination Shoshone dans les plaines. Pour nos Cheyennes, ça se passe déjà un peu mieux. Déjà, ils sont pratiquement pas touchés par l'épidémie de 1780, puisqu'ils sont quasiment déjà tous partis. Alors je dis quasiment, parce qu'il restait probablement quelques bandes encore en contact avec les Hidatsa et les Mandan. Mais même pour cela, à part le fait qu'ils faisaient partie de ces groupes que les Sioux tenter d'empêcher de commercer avec des villages sédentaires dans l'idée de les affaiblir toujours plus. J'ai pas encore fait de vidéo sur les Comanches, mais il y a ce bouquin là qui est vraiment génial, j'en parlerai quand je ferai ces vidéos, c'est l'Empire Comanche qui explique d'ailleurs super bien ces dynamiques de contrôle économique. Quoi qu'il en soit, aussi ambitieux aient pu être les Sioux, les Cheyennes étaient quand même alliés des Lakota. Et cette alliance, elle va se consolider encore plus en 1800, faisant des Cheyennes, des Arapaho et des Sioux Lakota les maîtres des plaines pendant quasiment un demi-siècle. Allez, on fait une pause sur la chronologie et je te parle d'un truc très caractéristique des Cheyennes, les sociétés. Chacune d'entre elles remplissait un rôle précis, alternant responsabilité tactique, rituelle et sociale au sein de la nation Cheyenne, et plusieurs ont laissé leur empreinte dans des affrontements décisifs de la guerre des plaines, dont on parlera dans une autre vidéo. Elle fonctionne de pair avec le Conseil des 44, qui est composé des chefs civils, qui lui est chargé des traités, alliances et de la gouvernance globale. Les sociétés, elles sont initialement 4 et créées après le retour de Sweet Medicine, comme on l'avait vu dans la première vidéo. Mais au fil du temps, de nouvelles sociétés se créent pour atteindre 6 sociétés avec en plus des sous-branches à l'intérieur de certaines. En plus de structurer la nation Cheyenne, les 6 sociétés sont désignées périodiquement par le Grand Conseil pour assurer des responsabilités comme la police du camp, la police de la chasse ou encore le commandement lors des raids. Une fois la période fixée écoulée, c'est une autre société qui est choisie. Comme ça, il y a une sorte de rotation
même si certaines sociétés peuvent conserver le même rôle très longtemps. Les sociétés, il faut un peu voir ça comme des associations étudiantes américaines. Sigma, Gamma, tu sais, tous ces trucs-là, dans le sens où elles sont intégrées dans tous les campus, elles sont visibles et il y a des critères d'entrée. Bon, la comparaison s'arrête là parce qu'elle est déjà bien pourrie. Les Cheyennes, ils sont répartis en 10 bandes sur l'ensemble de leur territoire. Les sociétés, elles s'appliquent à l'ensemble des Cheyennes et on peut donc trouver dans une bande des membres de plusieurs sociétés. Et les membres de chaque société sont donc éparpillés parmi toutes les bandes. En cas de nomination au Grand Conseil, le Cheyenne devait quitter sa société. Et pour finir, tous les Cheyennes ne faisaient pas partie d'une société. On retrouve donc la société des guerriers renards ou Kit Fox avec 2 branches, la société guerrière des coyotes et la société des pierres à fusil. C'est sous l'impulsion de cette société que les Cheyennes ont lancé des raids préventifs pour s'emparer des chevaux et de fourrures auprès des Arikara, des crocs, des ponies ou des Blackfeet, renforçant ainsi leur suprématie sur les grandes plaines. Tout ça s'inscrivant bien sûr dans un contexte plus large de compétition pour les ressources. Il y a ensuite la société des guerriers élans. Alors eux, ils ont 50 noms, hein. Tête de lance, soldat bleu, racleur de cornes d'élan, il y en a plein d'autres. Hein. Symboliquement, ils manipulent des objets en bois d'élan. La société des guerriers au bouclier, ou bouclier rouge, voire renard roux, avec une branche notable, celle des guerriers bisons. Cette société, elle équipait symboliquement ses guerriers de boucliers peints en rouge, symbolisant protection et bravoure. Traditionnellement, ils assurent la défense rapprochée des villages et le rassemblement du bétail durant les campagnes de chasse. Voici la fameuse société du début de la vidéo, les Bowstring Men, la société des hommes aux cordes d'arc. La particularité de cette société, c'est qu'elle a un peu muté au fil du temps, et notamment quand les Cheyennes se sont séparés en 2 groupes, nord et sud. Au sud, elle est devenue les guerriers loups, et au nord, les chiens fous. Encore que certains considèrent que les chiens fous peuvent être considérés comme une 6e société plutôt qu'une branche des Bowstring, mais bon. La plus célèbre de toutes, et à raison, hein, les Dog Soldiers. Cette société, elle fait partie des 4 initialement créées. Et elle va littéralement terroriser les colons et les soldats américains, au point de devenir une bande à part entière, armée jusqu'aux dents et extrémiste dans ses positions vis-à-vis des Blancs et des traditions. Elle s'oppose directement à Black Kettle, hein, qu'on retrouve à Sand Creek, et au leader Cheyenne qui accepte la paix et la vie en réserve. Les Dog Soldiers, il faut voir ça comme les Spartiates Cheyennes. C'est les guerriers les plus jeunes, les plus braves, les plus résolus. Ils veulent prouver leur courage face aux esprits dans une logique où mourir bravement assurerait leur place dans le monde des ancêtres. Et pour ça, ils ont d'ailleurs un serment de non-retraite, ou plutôt le serment de tenir la ligne jusqu'à la mort. Des Spartiates, je te dis. Au combat, leur symbole le plus marquant, c'est la sangle de chien, dog rope en anglais, qui est une longue bande de cuir décorée fixée à leur ceinture. Cette bande de cuir, quand ils prennent position au combat, elle est plantée dans le sol avec un pieu. Tant qu'elle est attachée à la terre, le Dog Soldiers ne bouge pas d'un pouce, même si cela signifie mourir sur place. Et une fois plantée dans le sol, la Dog Rope ne peut être détachée que par un autre Dog Soldiers. Tu imagines un peu l'engagement de ces guerriers? D'autant plus que les Dog Soldiers, ils étaient quasiment des militaires en fait. Hein. Ils lançaient des escarmouches, ils utilisaient la tactique, le terrain, coordonner les forces pour atteindre un objectif. Ils pouvaient se montrer furtifs, mais se montrer couverts de peinture rouge et noire, avec des coiffes impressionnantes, en criant et chantant, faisait littéralement partie de leur arsenal de guerre psychologique. Tu verras, quand on parlera plus tard des grandes guerres, ils étaient incroyables. Les Américains et les miliciens, ils vont vite comprendre qu'ils ne combattent pas des hommes, mais des esprits prêts à mourir debout, et ça, ça change tout. Enfin, ma préférée, c'est la société des guerriers contraires. Ces hommes, ces femmes aussi parfois, hein, ils vivaient à rebours du monde. Ils marchaient à reculons, ils parlaient à l'envers, ils faisaient semblant de grelotter en été, ils inversaient leurs vêtements ou encore répondaient non pour dire oui. En apparence, ça peut paraître absurde et surtout inutile. Mais pour les Cheyennes, c'était profondément sacré. Dans la cosmogonie cheyenne, ces contraires, ils incarnaient l'équilibre entre l'ordre et le chaos. Ils étaient les miroirs vivants de l'univers, ceux qui acceptaient d'incarner le désordre pour maintenir l'harmonie. Autant les Dog Soldiers s'y représentaient les Spartiates Cheyennes en termes de bravoure, autant les contraires, eux, ils étaient terrifiants pour les ennemis. Ils chargeaient à l'envers sur la selle de leurs chevaux, ils riaient quand ils étaient en infériorité numérique ou carrément mortellement blessés, et ils refusaient de se mettre à couvert. Ils pouvaient aussi combattre en tenant leur tomahawk tête de hache vers le bas. En termes d'impact psychologique, de ce que j'en ai lu, j'ai l'impression que ça faisait une sorte d'équivalence avec les berserkers nordiques en Europe.
Je veux dire, tu sais, niveau dissonance cognitive pour les ennemis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Leurs actes, ils n'avaient pas pour but la victoire, hein, mais le rétablissement d'un équilibre cosmique. Quand ennemis ou alliés les voyaient, c'était la stupéfaction. Ces hommes, ils semblaient danser avec des forces invisibles. Ils n'étaient pas fous, ils étaient juste sacrés. Des agents du paradoxe, éveilleurs d'un ordre que seule l'inversion permettait d'entrevoir. Cette inversion, ces contraires, permettait aux Cheyennes de garder à l'esprit que le monde se présente toujours selon deux faces et que la vérité peut se trouver d'un côté comme de l'autre. Au sein de la société des contraires, on trouve une forme plus pacifique, éducative. C'est la société des clowns. Non, c'est pas une blague, cette société elle est surtout composée d'anciens et d'anciennes qui sont chargés de l'enseignement des cérémonies cheyennes en exploitant les blagues et la satire. Ils font et montrent des choses interdites avec humour et parodie pour inculquer très tôt les interdits, les rites et coutumes de la société de façon ludique. Alors contrairement aux idées reçues et un truc qu'on peut trouver sur Wikipédia, il n'y a pas vraiment de société guerrière de femmes chez les Cheyennes. Des traces de femmes ayant pris les armes pour défendre un camp, venger un proche, oui. Il y a par exemple Eyofsta, une femme aux cheveux jaunes, ce qui ne veut pas dire qu'elle était blonde, ça peut être plein de choses, ça peut être un hommage à ses traits spirituels, un don, une vision claire, etc. Il y a plein de raisons. Bon ben voilà, je pense qu'on est bon pour les sociétés cheyennes, je pense que j'ai rien oublié. Ces sociétés, elles sont adossées au Conseil des 44, c'est le ciment du peuple cheyenne. Ensemble, ils administrent, ils protègent, ils éduquent et ils maintiennent la mémoire. Bon ben maintenant, tu es opérationnel pour la suite de la série. Tu connais leurs origines, tu as compris que l'émigration a été de perpétuelle réinvention, avec beaucoup de nouveaux ennemis, mais aussi de nouveaux alliés. Tu connais les sociétés guerrières et le système politique cheyenne. Ils ont le cheval, les armes à feu, les stratégies de raid et des alliés puissants, les Sioux et les Arapaho. Mais de nouveaux ennemis vont apparaître, les Pawnees, les colons et l'armée américaine dont tu as déjà entrevu la violence lors du massacre de Sand Creek. Pour aller plus loin dans la dynamique de transformation des plaines, je t'invite encore une fois à regarder la vidéo sur le partage de l'Amérique si ce n'est pas déjà fait. Vidéo dans laquelle je profite d'ailleurs pour mettre 2 ou 3 tacles aux Anglais et aux Américains, ça fait toujours plaisir. Pense aux petits likes et aux petits commentaires, c'est super motivant pour moi d'échanger avec toi. Ça crée une bonne dynamique, d'autant plus qu'on est une sacrée bande de passionnés, d'allumés même je dirais, dans la tribu. Et ça c'est un régal. Sur ce, je vais faire comme les guerriers de la société contraire. On continue là, je te fais pas de bisous, je te dis pas à la prochaine. Bonjour. Oh,